Bonjour et bienvenue à tous. Merci de vous être rendus disponibles pour assister à ce webcast organisé par SCC et Apple. Je me présente, je m'appelle Jean-Yves Copry, je suis ingénieur avant-vente mobilité dans la BU Digital Workspace chez SCC. Lors de ce webinaire, je serai accompagné par Denis Arditi d'Apple qui se présentera dans quelques minutes. Denis et moi-même allons ce matin vous présenter les nouveautés autour du nouvel macOS d'Apple très orienté pour les entreprises. En complément de cela, nous verrons également les nouveautés sur les outils de gestion, d'intégration et de déploiement autour de l'OS d'Apple. Avant de rentrer dans le vif du sujet, SCC et Apple vous souhaitent une excellente année 2019. Voici les points qui seront abordés lors de ce webinaire. Nous commencerons par vous présenter les nouveautés orientées entreprises du nouvel macOS 10.14 appelé Mojave ou Mojave ou Mojave selon les appartenances culturelles. Ensuite, nous vous expliquerons en détail les différents programmes de déploiement Zero Touch mis à disposition par Apple. Nous poursuivrons avec une présentation du nouveau portail d'Apple appelé Apple Business Manager. Et pour finir, nous reviendrons sur les différentes offres de services proposées par SCC autour des solutions d'Apple. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à Denis pour débuter. Denis, je te laisse la parole. Bonjour, merci Jean-Yves, bonjour à tous. Donc, comme vous le précisez Jean-Yves, je vous souhaite bien évidemment à tous une excellente année 2019. Et je vais donc avoir le plaisir pendant les prochaines minutes de vous présenter certaines des nouveautés incluses dans macOS 10.14. J'espère que pour certains d'entre vous, si vous disposez d'un Mac, vous l'expérimentez déjà au quotidien et on va balayer certaines des nouveautés. Donc, vous avez ici en synthèse les différents sujets que nous allons aborder et détaillé dans le temps qui nous est imparti, bien évidemment. Et ça va donc se concentrer dans un premier temps sur toute la partie ergonomie, interface utilisateur, et donc ce que vous pouvez en attendre et ce que vos utilisateurs peuvent en attendre dans leur usage au quotidien, bien évidemment. Alors, première nouveauté, j'espère que certains d'entre vous l'ont expérimenté et en tirent parti pleinement aujourd'hui, c'est le mode sombre. C'est une capacité que vous avez de configurer alors lors de la première installation ou bien évidemment au travers des préférences du système, de choisir entre le mode classique d'affichage ou au contraire le mode sombre. L'intérêt du mode sombre étant de proposer une interface à l'utilisateur un peu moins agressive au sens ergonomie, au sens interface, et avec une adaptation en termes de luminosité. Les fonds d'écran sont à ce moment-là sombres, comme vous le voyez sur cette capture. Toutes les interfaces sont revues et adaptées en conséquence, et c'est donc un peu moins agressif au sens luminosité du terme. Donc on a une fatigue oculaire qui peut être bien évidemment diminuée pour vos collaborateurs, notamment on imagine, et je l'imagine très certainement pour la majorité de vos collaborateurs, sur un usage quotidien pour de longues heures de travail, c'est une interface et une ergonomie qui est encore une fois moins agressive d'un point de vue visuel, d'un point de vue luminosité pour des sessions de travail de longue durée. Aussi une évolution, le mode pile. Là, ça concerne très certainement, comme tout le monde et comme les usages que vous en avez de votre Mac, c'est assez fréquemment tout ce que l'on fait au quotidien, les différents documents sur lesquels vous travaillez, vraiment les actions quotidiennes que vous menez en termes de construction et d'élaboration de contenu. Vous allez très certainement poser sur le bureau du Mac les documents sur lesquels vous travaillez le plus régulièrement, et ça peut devenir, à l'image de ce que vous avez comme capture d'écran sur cette interface, ça peut devenir un peu fouillis. Ce que propose le mode pile, c'est justement de vous permettre de classer très rapidement selon des critères que vous définissez. Donc, par défaut, les critères vont être sur le type de fichier. On va empiler tous les documents Keynote ensemble, toutes les photographies ensemble. Vous pouvez après définir selon des thématiques, selon des métadonnées que vous assignez aux différents documents. Et on va venir les regrouper de façon à libérer l'espace et à donner l'impression d'un classement, d'un rangement plutôt efficace qui va vous permettre très rapidement d'être justement gagné en efficacité pour vos collaborateurs. Donc encore une fois, c'est un mode qui est désactivable, mais si vous l'activez, comme vous le voyez, vous allez avoir un classement qui est automatique des différents documents selon les critères que vous avez définis. Autre amélioration, autre évolution, le Finder. Donc le Finder, c'est donc l'interface qui vous permet de naviguer et de manipuler les fichiers au sens stockage sur macOS.
Ce que vous allez avoir comme bénéfice dans cette évolution, c'est tout simplement une prévisualisation d'une part des documents et de leur contenu, sans avoir à les ouvrir. Vraiment, la logique qui se cache derrière, c'est ne pas obliger le collaborateur pour voir le contenu d'un document, voire annoter un document ou le modifier. Si on parle d'une photographie, par exemple, faire une rotation d'une photographie, pas besoin d'ouvrir l'application considérée. Vous allez directement pouvoir, au niveau du Finder, faire des annotations, des modifications, signer un document le cas échéant, si vous utilisez de la signature électronique, par exemple. Donc, c'est véritablement, au travers du Finder, ne pas avoir à lancer l'application associée à un document et pouvoir interagir avec ce document, voir ce qu'il contient, voir si c'est le bon document sur lequel vous souhaitez vous porter, voir si, basiquement, vous avez une opération simple à réaliser, la réaliser directement au travers du Finder. Donc ici, par exemple, tout ce qui est l'accès aux détails et aux métadonnées d'un document à un instant T, sans avoir à aller lire les propriétés, donc à changer d'interface pour manipuler ou accéder à celle-ci. D'autres évolutions du système, très brièvement, on a évoqué la partie coup d'œil au niveau du Finder, celle que vous venez de voir à l'instant. Capture d'écran, donc vous avez peut-être vu à l'image de ce qui avait été fait sur iOS, il y a eu une évolution de l'outil de capture d'écran intégré à macOS. Ça va être la capacité, quand vous faites une capture d'écran directement au niveau de macOS, sans avoir à quitter le mode capture d'écran, de pouvoir éditer cette capture de façon à la redimensionner, de façon à la noter et à sauvegarder de façon définitive les modifications que vous avez apportées à cette même capture d'écran. Donc c'est encore une fois permettre à vos collaborateurs de gagner en efficacité, de façon à ne pas avoir à faire cette capture d'écran, rentrer dans une application, éditer la capture, la sauvegarder et repartir dans l'application pour laquelle ils auraient besoin de cette même capture, mais c'est pouvoir faire directement ces annotations, ces modifications, ce redimensionnement au niveau de l'outil de capture d'écran, sans sortir de celui-ci. Autre point complémentaire, le continuité avec la gestion de l'appareil photo. Donc j'espère que certains d'entre vous sont familiers avec les usages qui existent entre un iPhone et un Mac, par exemple. Vous connaissez très certainement le fait d'activer le tethering directement au niveau de la partie Wi-Fi du Mac pour vous connecter à l'iPhone qui est à proximité de façon à bénéficier de la connectivité 3G, 4G que celui-ci offre. Là, ici, vous avez un scénario, on va dire, complémentaire à ce type d'usage, qui est que vous êtes dans Pages ou même dans l'application Word dans Office 365, puisque Microsoft a aussi intégré cette fonctionnalité que nous offrons, et vous allez directement dans le document que vous êtes en train d'éditer, de construire, vous allez pouvoir demander d'insérer une photo, et automatiquement, votre iPhone qui est à proximité va basculer en mode appareil photo et vous permettre de réaliser cette photo. Cette photo va être directement insérée dans votre document Pages ou le document Word sans que vous n'ayez plus d'opérations à effectuer. Auparavant, pour effectuer exactement le même cheminement, vous deviez prendre la photo, faire un airdrop vers votre Mac et insérer la photographie à partir de galeries dans le document que vous souhaitez. Là, encore une fois, dans ce scénario-là, tout ce que vous avez à opérer, c'est directement dans Pages ou dans Word de dire que vous souhaitez insérer une photo et votre iPhone passe directement en mode photo. Vous n'avez plus qu'à réaliser la photographie et celle-ci est automatiquement insérée de nouveau dans le document que vous êtes en train d'élaborer et de construire. Autre point important, je pense que vous y êtes maintenant, vous êtes plutôt familier avec ces notions-là. Apple est très sensible, très à cheval sur la notion de protection de l'information, protection de la donnée et bien évidemment protection de la confidentialité de vos usages, aussi bien à titre personnel, bien évidemment, que dans le contexte entreprise. Et nous continuons d'améliorer, de promouvoir, d'intégrer des mécanismes de sécurisation et qui rendent la donnée sensible, confidentielle et qui empêchent leur exploitation ou que des applications puissent en tirer parti à l'insu de vos collaborateurs. Donc sachez qu'encore ces mécanismes ont été renforcés sur macOS et iOS 12 par extension. Dernier point sur ces évolutions fonctionnelles autour de macOS, c'est le redesign, comme ça avait été le cas en iOS 11, le redesign du Mac App Store pour ce qui concerne le Mac. Donc la possibilité d'intégrer, quand on souhaitait promouvoir une application, d'intégrer de la vidéo par exemple. Pour ceux qui l'ont déjà expérimenté, le Mac App Store est visuellement plus agréable. Il permet de mettre en avant véritablement des applications. Et comme vous pouvez le voir dans cette capture d'écran, on a aussi de grands noms d'éditeurs de logiciels qui vont rejoindre le Mac App Store. Je fais référence à des gens et des éditeurs comme Adobe ainsi que Microsoft. La suite applicative de ces différents éditeurs, Office inclus pour ce qui concerne Microsoft, vont atterrir ou ont déjà atterri pour certains d'entre eux dans le Mac App Store. Donc c'est véritablement remettre
au centre de la stratégie de distribution d'applications, le Mac App Store, pour ce qui concerne le Mac, comme ça a été le cas pour iOS, bien évidemment. D'autres applications ont évolué, vous les avez peut-être vu apparaître. FaceTime, par exemple, permet maintenant de travailler en conférence jusqu'à 32 participants, même sur le Mac. Vous avez vu apparaître aussi des applications comme News, la bourse aussi, pour suivre les titres de bourse si vous opérez de l'investissement dans ce cadre-là. Aussi l'application HomeKit. Ce qu'il faut savoir, et ça c'est très important, c'est que ces applications ont été portées du monde iOS vers le monde macOS. Donc nous avons utilisé côté Apple une API, un kit de développement qui s'appelle UIKit pour User Interface et Kit pour ce qui concerne les API. Il sera mis à disposition de la communauté développeur au sens large courant 2019 et son objectif, l'objectif de UIKit, va être de permettre de porter plus rapidement, plus efficacement des applications qui ont été conçues avant tout pour iOS vers le monde macOS. Donc c'est véritablement tirer parti de tout l'investissement au sens atelier de développement tel que nous pouvons proposer au niveau d'Xcode et faciliter pour la communauté des développeurs le portage d'applications de l'écosystème iOS vers l'environnement macOS, bien évidemment. Je vais redonner la main à Jean-Yves et je vous remercie. Merci Denis. Nous allons maintenant continuer ce webinaire en abordant les nouveautés autour des outils d'Apple qui seront utilisés par les entreprises. Une des principales nouveautés en relation avec le déploiement d'iOS en entreprise est la refonte de l'interface de gestion des terminaux d'Apple. Certains d'entre vous l'utilisent peut-être déjà aujourd'hui ou vont passer le pas. Pour expliquer rapidement le contexte, Apple a constaté que les administrateurs informatiques aimaient travailler avec Apple School Manager, qui n'est autre que le portail de gestion Apple dédié aux établissements scolaires. Depuis juin 2018, Apple a mis à disposition une expérience similaire à Apple School Manager pour les entreprises. Cette nouvelle expérience est appelée Apple Business Manager. Le portail Apple Business Manager permet à vos équipes informatiques de gérer le déploiement d'appareils Apple, d'acheter et ou de distribuer du contenu pour finir de gérer leur organisation. Dans les prochains slides qui vous seront présentés, nous verrons les composants, la mise à niveau automatisée des portails DEP et VPP, la gestion d'appareils Apple, le type de contenu qui peut être distribué sur vos terminaux et pour finir, les nouveaux rôles d'administration. Avant l'existence du nouveau portail Apple Business Manager, deux outils de gestion ont été mis à disposition des entreprises. Le portail DEP pour Device Enrollment Program et le portail VPP pour Volume Purchase Program. Une URL de connexion existe pour accéder à ces deux services, mais cette URL donnera accès à deux consoles d'administration distinctes, chaque console étant représentative d'un outil de gestion. Le portail DEP sert pour la gestion et la supervision de votre flotte de matériel Apple, type iPad, iPhone ou les appareils Mac, alors que le VPP est lui destiné à la gestion de vos applications. Le non-confort en termes d'utilisation de ces deux portails web résidait dans la manipulation et le multifenêtrage sur les navigateurs Internet qui rendait souvent la tâche d'administration peu aisée. En plus de ces deux portails, il fallait bien souvent ouvrir une nouvelle fenêtre de navigation ou un nouveau onglet Internet supplémentaire pour tout ce qui concernait la gestion du MDM. Depuis juin 2018, Apple propose en se connectant à votre portail DEP la migration gratuite vers le nouveau portail Apple Business Manager. Il est à noter que cette migration n'est pas obligatoire, mais est fortement recommandée afin de pouvoir bénéficier des nouveautés de ce service. L'unification et le rapprochement de ces deux outils de gestion au sein d'une seule et unique console facilite l'utilisation et le management de vos appareils Apple. Pour les utilisateurs existants de la console DEP, rien ne change au niveau de l'utilisation, car c'est la console VPP qui, elle, s'ajoute au portail Apple Business Manager. Pour les futurs clients DEP et VPP, les créations se feront automatiquement dans le nouveau portail Apple Business Manager. Sur le slide présenté, vous voyez à l'écran l'URL qui servira à l'inscription. En conclusion, avec le nouveau portail Apple Business Manager, il n'existe plus qu'une seule et unique URL de connexion et plus qu'un seul portail d'administration pour les entreprises. À présent, nous allons parler des organisations. Pour revenir sur la notion d'organisation, dans les anciens programmes DEP, il fallait voir les choses de la manière suivante. Si vous êtes déjà inscrit au programme DEP et ou au programme VPP depuis 2014,
votre entreprise est éligible à la mise à jour vers le portail Apple Business Manager. Chaque inscription individuelle au programme DEP entraîne la création d'une nouvelle organisation. Votre entreprise peut donc en posséder plusieurs déjà inscrites sur ces différents programmes. Dans ce cas précis, les organisations doivent être regroupées avant la mise à niveau vers le service Apple Business Manager. Ce regroupement est à demander au support d'Apple pour les entreprises. Éventuellement, SCC peut vous assister dans cette démarche. Sur le slide à l'écran, vous voyez la page d'invitation à la mise à niveau depuis la console DEP. Ceci indique clairement que vous êtes d'ores et déjà éligible à ce type de service. Le process de mise à jour, en tant que tel, ne dure que quelques minutes. Après la saisie de quelques informations supplémentaires, vous serez automatiquement redirigé vers la nouvelle URL de la console Apple Business Manager. L'inscription des appareils est intégrée à Apple Business Manager comme cela l'était avec le portail DEP. Cela permet un déploiement rapide et rationalisé du matériel Apple acheté par votre entreprise ou auprès d'un revendeur tel que SCC, ou alors directement chez Apple via un compte entreprise. Je vous rappelle que l'inscription au programme DEP active automatiquement la supervision de vos appareils Apple rattachés. Il n'est donc plus nécessaire de passer par des outils tels que l'Apple Configurator. Autre nouveauté, en plus des fonctionnalités du programme DEP, vous pouvez maintenant définir des serveurs MDM spécifiques par défaut selon les types d'appareils. En pratique, cela veut dire que vous pouvez affecter un serveur MDM à un type de matériel Apple précis. Par exemple, vous pourriez avoir un serveur MDM pour la gestion de vos Mac et un deuxième serveur MDM pour tout ce qui concerne la gestion et la supervision de vos matériels Apple, iPad ou Apple TV. La nouvelle section AP Livre du portail Apple Business Manager, enseignement sur le portail VPP, constitue maintenant une section unique et centralisée où les entreprises peuvent acheter et gérer du contenu en volume. Cette nouveauté offre également de nouvelles fonctionnalités, comme le transfert de licences d'application entre les différents sites de votre organisation et le partage de licences entre les différents acheteurs d'un même site. La méthodologie d'inscription à votre serveur MDM se fait de la même manière qu'auparavant, mis à part la recherche d'applications et leur inscription qui a été grandement simplifiée. Pour finir, une option de cette console permet d'importer un compte d'un ancien portail VPP avec toutes les applications qui ont été déjà rattachées. Une autre nouveauté du portail Apple Business Manager est la création des rôles spécifiques. Cela vous permettra de créer de nouveaux identifiants Apple gérés. Par le terme gérer, j'entends que ces comptes sont directement créés dynamiquement dans la console. Il n'est donc plus nécessaire de créer un compte Apple ID spécifique pour se connecter à la console ou pour définir des rôles dédiés. Ces comptes sont donc associés à des rôles qui facilitent la gestion des employés, des appareils et des contenus. Vous pouvez par exemple créer jusqu'à 5 comptes administrateurs supplémentaires ainsi que des gestionnaires de contenu pour vos applications VPP et des gestionnaires d'appareils pour gérer vos inscriptions de matériel Apple dans le DEP. À l'écran, vous voyez la nouvelle partie AP Livre qui gère votre partie applicative. La recherche, l'achat et la gestion se fait maintenant directement sur une seule et unique page. On peut voir en un coup d'œil le nombre de licences achetées et utilisées en temps réel. Pour finaliser mes commentaires précédents, voici une présentation simplifiée de ce que nous pouvons vous proposer dans le process d'intégration de type Zero Touch avec les outils que nous propose Apple. Phase 1, l'achat de matériel Apple via votre fournisseur. Je vous rappelle que SCC fait partie des fournisseurs agréés. La phase 2 pour la partie gestion DEP et VPP avec la création ou la mise à niveau vers Apple Business Manager. On poursuit avec la phase 3 pour la création, la mise à disponibilité et ou la configuration de votre service MDM. Et pour finir, la phase 4 pour l'intégration et la distribution de votre matériel Apple. Pour vous accompagner dans vos projets de digitalisation actuels ou futurs autour des solutions Apple, SCC peut vous accompagner avec une forte expertise sur les principaux acteurs UEM du marché, tels que VMware, Citrix ou encore la solution Jamf. Le service Apple Business Manager est maintenant disponible dans 64 pays.
Dans le cas où une branche de votre entreprise est à l'étranger et du coup, vous n'êtes pas sûr de la disponibilité de ce service Apple Business Manager dans ce ou ces pays, n'hésitez pas à revenir vers SCC pour que nous puissions vous aider et vous informer si ce service est disponible ou pas dans le pays concerné. Concernant l'éligibilité du programme VPP, Apple a également ajouté 10 nouveaux pays: l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, l'Irlande, le Luxembourg, le Pays-Bas, la Norvège, la Suède et ainsi que la Suisse. Denis, je te laisse maintenant la main pour couvrir la partie nouvelles fonctionnalités MDM et macOS. Merci Jean-Yves. Donc effectivement, concernant les stratégies et profils de configuration, des évolutions ont été apportées. Donc ici, vous avez une synthèse des grandes thématiques donc pour lesquelles vous pouvez et vous devez attendre des évolutions côté MDM. Donc je tiens juste à préciser, les diapositives ont été conservées en anglais de façon à ce que vous puissiez retrouver rapidement cette information au niveau des MDM. Et vous avez surtout en face de chacune des thématiques à partir de quelle version, soit de macOS, soit de iOS, la fonctionnalité a été introduite. Vous voyez qu'on revient dans ces diapositives, on revient assez loin dans l'historique des versions d'iOS ou de macOS. L'idée étant de vous permettre de mettre le focus, et surtout nous aussi, bien évidemment, de vous véhiculer de l'information sur des choses qui nous paraissent importantes. Et je reviendrai notamment sur une thématique qui est la toute dernière, qui concerne la partie mise à jour des évolutions de nos OS, sur lesquelles des apports ont été faits de façon significative. Pour revenir sur l'aspect confidentialité que nous évoquions tout à l'heure, cela peut intéresser une entreprise de limiter les capacités d'usage des fonctions de auto-remplissage, autofill. Vous savez, quand vous avez un compte et un mot de passe, par exemple, vous accédez à un intranet, les entreprises peuvent être intéressées pour empêcher les collaborateurs d'utiliser ce type de fonctionnalité de façon à obliger la ressaisie des mots de passe, sachant qu'en plus, aussi bien côté iOS que macOS, nous avons introduit des fonctionnalités assez intéressantes d'un point de vue matériel que sont le Touch ID et le Face ID qui permettent à l'utilisateur de ressaisir, de rentrer automatiquement leur mot de passe, mais sans utiliser, encore une fois, ce mécanisme de password autofill où on mémorise dans Safari ou dans les applications où on mémorise le mot de passe associé à un compte utilisateur. Donc la capacité, encore une fois, pour une entreprise de restreindre ce type de fonctionnalité. Pareil pour les mécanismes de partage de mots de passe. Donc je ne sais pas si vous l'aviez expérimenté, mais aujourd'hui, quand vous rentrez pour la première fois dans un espace couvert par du Wi-Fi, imaginons un restaurant, un cybercafé, peu importe, vous allez avoir la capacité, vous, de bien évidemment saisir le mot de passe protégeant l'accès au Wi-Fi et ensuite de partager cette information avec vos collaborateurs ou contacts. J'insiste bien sur la notion de contact, il faut que la personne existe dans vos contacts et de partager, si elle souhaite se connecter au Wi-Fi, ce mot de passe. De la même façon, une entreprise peut souhaiter que ce type de mécanisme ne soit pas mis à disposition et encore une fois, cette capacité peut bien évidemment être contrainte au niveau MDM. D'autres exemples de fonctionnalités, pas proprement liées bien évidemment aux fonctionnalités macOS. J'attire juste votre attention sur la toute dernière ligne de cette diapositive qui concerne le WebClip. On a eu longtemps des demandes sur iOS de pouvoir aménager sur l'écran d'accueil pas uniquement des liens vers des groupes d'applications ou des applications en tant que telles, mais aussi de pouvoir gérer la partie WebClip. Sachez que cette fonctionnalité est disponible depuis iOS 12. Concernant le Mac, je reviens à quelques-unes des évolutions fonctionnelles de gestion et de management que vous pouvez attendre au niveau des MDM. Capacité de gérer la dimension Bluetooth, empêcher la désactivation ou au contraire l'activation du Bluetooth. Le support de l'authentification OAuth au niveau d'Exchange, d'ActiveSync. Donc cette capacité au niveau du client mail de pouvoir complètement se conformer au mécanisme d'authentification adopté par l'ensemble des participants à cette normalisation. Microsoft étant un de ces acteurs, bien évidemment. Une gestion plus fine aussi de tout ce qui va concerner la partie S-MINE. Est-ce que vous autorisez le chiffrement et la signature? Est-ce que vous souhaitez la contraindre pour vos utilisateurs ou au contraire leur laisser la liberté? Sachez que vous avez d'autant plus de capacité aujourd'hui de gérer de façon très fine cette politique de configuration au niveau du chiffrement et de la signature des courriers électroniques. En dernier lieu, et je vous le précisais, point important sur lequel on souhaitait insister avec notre partenaire SCC aujourd'hui, c'est toute la dynamique autour de la gestion des évolutions de nos operating systems en entreprise. Donc, sachez qu'aujourd'hui, vous allez trouver des politiques qui vous permettent de décaler dans le temps de 30 à 90 jours, par exemple, la mise à disposition de nos évolutions
d'operating system, de façon à vous adapter, à s'adapter au rythme d'applications métiers qui, elles, peuvent nécessiter des adaptations lors d'évolutions notamment majeures d'iOS ou de macOS. Sachez que vous avez aujourd'hui capacité, au travers des MDM, de gérer plutôt très finement ces mécanismes-là. Point important, en complément, et notamment sur la partie iOS, sans vouloir insister trop dessus, vous avez la capacité de cibler une version spécifique d'iOS. Donc, imaginons sur 90 jours, si vous allez jusqu'à cette dynamique-là, vous aurez capacité, si plusieurs versions d'iOS existent en parallèle pendant cette période de 90 jours, imaginons une 12.1.1, une 12.2 et une 12.2.1, bah, vous allez pouvoir décider quelle version en particulier vous souhaitez visibiliser à vos collaborateurs, de façon à ce qu'encore une fois, le standard que vous avez défini en termes de version et de cible de version soit respecté par l'intégralité de vos collaborateurs. J'insiste bien là-dessus, nous avons des white papers et nous les référencerons en synthèse de cette session pour vous remercier. Nous vous enverrons des éléments avec notamment tout ce qui est politique de cycle de vie, de déploiement de nos OS en entreprise, avec un white paper associé disponible sur le site d'Apple, bien évidemment. Point important, vérifiez bien toujours que tout ce que je vous évoque en termes fonctionnels soit disponible dans vos outils de MDM, selon la façon dont vous les déployez, si c'est du on-premise ou du cloud. Les fonctionnalités peuvent apparaître avec un petit peu de délai. Donc, renseignez-vous bien auprès de l'éditeur de MDM ou notre partenaire SCC si vous êtes accompagné par notre partenaire. Renseignez-vous bien sur les capacités qu'intègre votre MDM selon le mode, encore une fois, de déploiement que vous avez souscrit. Merci, Denis. Le slide que vous voyez à l'écran a pour but de vous rappeler à nouveau les 3 partenaires UEM permettant la gestion des équipements Apple dans l'entreprise. Pour information, la solution VMware AirWatch s'appelle maintenant VMware Workspace ONE et la solution Citrix ZenMobile s'appelle désormais Citrix Endpoint Management. La solution Jamf, elle, conserve son nom. Ces 3 solutions peuvent être déployées soit en mode SaaS, soit en mode on-premise. Vous assurez une parfaite gestion de vos terminaux, quelle que soit leur appartenance, que vous soyez en BIOD, en SIOD ou en COP. Ces 3 solutions vous permettront de gérer et d'administrer votre flotte de terminaux Apple. Rapidement, je vous propose un petit tableau récapitulatif des API de restriction d'ores et déjà disponibles pour les 3 partenaires UEM retenus précédemment. Vous y trouverez les nouvelles API dont Denis vous a parlé tout à l'heure, telles que OAuth pour Exchange, l'autofill ou le mode USB restreint. Toutes les solutions UEM ne sont pas logées à la même enseigne, donc comme vous l'a précisé Denis tout à l'heure, assurez-vous de la disponibilité de ces nouveaux services au travers de la solution UEM que vous allez retenir. Ce webinaire touche à sa fin. Un dernier slide où je vous expose rapidement les propositions d'accompagnement d'SCC. En tant que partenaire AER, ce qui représente un partenariat exclusif avec Apple, nous sommes en capacité de vous proposer une gamme complète de services allant de la mise en œuvre à la gestion de fin de vie de vos terminaux. De manière plus synthétique, cela donne en 1 la personnalisation et l'intégration de vos matériels Apple, en 2 leur fourniture et leur approvisionnement, 3 la fourniture et l'accompagnement au changement, 4 l'enregistrement et la gestion des terminaux pour la partie ABM qui, je vous rappelle, est Apple Business Manager, en 5 la mise en service, en 6 le support et la maintenance, et pour finir 7 le financement grâce à notre filiale Rigby Capital. Nous en avons terminé avec cette présentation. Denis et moi vous remercions pour votre écoute. Nous espérons avoir été clairs et répondu à vos attentes. Nous sommes maintenant à votre disposition pour répondre à d'éventuelles questions. Alors, nous avons une question, c'est à partir de quelle date a été mise à disposition la version 10.14 de macOS? Donc, la mise à disposition était le 24 septembre dernier. Donc, cette version est disponible directement dans l'App Store Mac. Sachez qu'à date, la toute dernière version disponible est la 10.14.2, qui a été mise à disposition il y a un peu moins de 15 jours maintenant. Et nous sommes actuellement dans la version bêta, la 10.14.3.
Alors, je vois une autre question sur la partie support DisplayLink. Certains d'entre vous ont peut-être rencontré des problématiques de gestion multi-écran sur macOS. Et oui, effectivement, DisplayLink, et nous avons travaillé avec eux, mais depuis la 10.14.2 et depuis le driver 5.0.1, si je ne vous dis pas de bêtises, côté DisplayLink, les problématiques de gestion multi-écran sur macOS sont réglées et vous pouvez maintenant connecter au travers de l'USB-C autant de devices que vous le souhaitiez. Je tiens à donner une précision par rapport à ça, c'est que le problème ne se posait qu'avec la partie USB-C. Si vous choisissez, si vous optez pour des hubs ou des concentrateurs ou des écrans qui supportent le protocole Thunderbolt 3, cette problématique ne se posait pas. Autre question, alors, des terminaux ayant jamais été intégrés dans le programme Mac et déjà déployés peuvent-ils intégrer ABM? Donc, la question est, tout device vendu depuis le 1er mars 2011 peut être intégré dans le DEP et donc dans Apple Business Manager. Ce qu'il faut savoir, par contre, c'est que si ces équipements ont déjà été déployés, si vous les intégrez a posteriori dans le DEP, donc dans Apple Business Manager, ça ne change rien dans la vie quotidienne du device jusqu'à sa prochaine réinitialisation. Là où je veux en venir, c'est que la mécanique liée à Apple Business Manager, c'est la mise en relation directe, automatique, transparente, sans intervention de l'utilisateur, d'un device avec un MDM. Donc, si le device a déjà été déployé, on va supposer qu'il est potentiellement déjà géré par un MDM et que l'enrôlement a eu lieu de façon manuelle. Donc, même si j'intègre le device au sens son numéro de série dans Apple Business Manager et que je l'associe à un MDM, cela ne changera rien au device et à sa vie quotidienne, sa vie courante, tant que celui-ci n'est pas réinitialisé. Donc là où ça peut être intéressant, c'est si vous avez des cycles réguliers par exemple, je vais utiliser un terme anglais d'upgrade, d'évolution de votre parc informatique, avec redistribution. Donc un utilisateur, au bout de 2 ans, vous récupérez son device, vous recyclez le device, vous le fournissez à un autre collaborateur. Ce scénario-là va être assez intéressant. Si par contre, au bout de 2 ans ou au bout de 3 ans, le device sort de votre parc, le fait de le réintégrer dans Apple Business Manager n'aura pas vraiment un grand intérêt, dans le sens où, puisque le device va sortir de votre parc de toute façon, il n'aura pas le temps d'être réinitialisé pour que vous puissiez en tirer parti. Merci Denis. Une autre question, est-ce qu'un iMac de 2009 peut être compatible avec l'OS Mojave? Alors non, tout Mac antérieur à la génération 2011, à l'année 2011, ne sera pas éligible à l'évolution vers macOS Mojave. Donc, pas d'espoir, il n'apparaîtra pas si vous allez dans l'App Store. Globalement, c'est assez simple en termes de compatibilité. Si votre Mac est actuellement disponible, si vous avez une session ouverte, vous allez dans le Mac App Store et si vous n'avez pas de contraintes posées par un MDM, vous allez voir les mises à jour disponibles. Si votre Mac est éligible, vous verrez la 10.14 apparaître en termes d'installation, de proposition d'installation. Si vous ne le voyez pas apparaître, c'est qu'il n'est pas éligible. Très bien, merci. Nous n'avons pas d'autres questions arrivantes. Voilà, donc du coup, vous voyez sur le slide nos contacts. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions d'ordre marketing, commercial ou même technique. Nous sommes à votre disposition pour pouvoir y répondre. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Merci Denis. Merci Jean-Yves. Et puis à très bientôt. Merci à tous pour votre participation. À bientôt, au revoir.